Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Antiquum, le podcast qui vous parle du marché de l'art, des antiquités et de tout l'univers autour des arts décoratifs. Et ce nouvel épisode sera consacré au célèbre verre de Murano. Pour rappel, Murano, c'est cette petite île située au large de Venise en Italie, qui est donc connue à travers le monde pour sa production presque millénaire d'objets en verre extrêmement raffinés, de toutes les formes et de toutes les couleurs imaginables. Et ce savoir-faire artisanal de haute précision se transmet encore de génération en génération de maîtres verriers muranais, et ce depuis le XIIIe siècle. Je vous propose donc de revenir aujourd'hui sur son histoire et sur les raisons de son succès. Revenons d'abord aux origines de la technique du verre. Cette technique, elle est apparue au Proche-Orient autour du 3e millénaire avant notre ère. Ce sont les Phéniciens qui les premiers ont découvert que le sable exposé à haute température fond et devient vitreux. Cette technique s'est ensuite, au fil des siècles, diffusée le long des côtes du Moyen-Orient et de l'Égypte ancienne, puis s'est répandue dans l'Empire romain pour atteindre Rome, puis Venise. Et les premières traces d'objets fabriqués en verre autour de Venise que nous avons remontent à l'an 1000. Ces objets sont toutefois au départ destinés seulement à un usage du quotidien. On y fabrique surtout des sortes de bouteilles en verre soufflé, ou bien d'autres contenants. Les verriers créent vraiment des objets pratiques, simples pour la vie de tous les jours. On ne peut donc pas encore parler d'un véritable artisanat d'art. Mais la fabrication du verre dans cette région d'Italie va s'intensifier à partir du début du XIIIe siècle. La raison, elle est liée à un fait politique et religieux. Nous sommes au temps des croisades du Moyen-Âge. Vous savez, ces expéditions militaires organisées par l'Église, soi-disant pour la délivrance de la Terre Sainte. Or, il se trouve que la 4e croisade fut lancée de Venise en 1202 et aboutira à la prise et au pillage de la ville de Constantinople par les croisés. Vous me direz, quel est le rapport avec le verre de Venise ? Eh bien, c'est que cette 4e croisade, elle a eu pour conséquence l'installation à Venise de nombreux artisans byzantins qui ont fui la ville de Constantinople alors assiégée par les croisés, et notamment des artisans verriers hautement qualifiés. Ces artisans verriers byzantins vont transmettre leur savoir-faire déjà très développé aux artisans verriers vénitiens, de telle sorte que la production des artisans vénitiens va devenir rapidement plus qualitative. Ces derniers ne s'intéressent plus seulement à l'aspect pratique des objets qu'ils fabriquent, mais également à leur aspect décoratif. Le pouvoir politique s'aperçoit alors de ce changement et pousse en ce sens. En effet, la République de Venise voit rapidement dans ces objets en verre une valeur marchande certaine, des objets d'une grande puissance esthétique qui peuvent facilement être exportés dans toutes les cours européennes. Si bien qu'à partir de 1271, la République de Venise décrète cette forme d'artisanat comme un art à part entière, et donc un métier qu'elle doit réglementer. Est alors créée la Corporation des verriers. Selon les règles de cette corporation, pour travailler le verre, les artisans doivent obtenir au préalable des licences de fabrication et doivent respecter certaines obligations inscrites dans un règlement. Il y a toutefois une ombre au tableau. La production du verre à Venise, bien qu'étant une source de richesse, n'est pas sans danger pour la ville. En effet, le fonctionnement des fours des ateliers de verrerie à haute température entraîne régulièrement des incendies. Ces incendies sont systématiquement dévastateurs car la ville est très peuplée et les habitations, les ponts ou encore les infrastructures sont principalement en bois. Pour éviter d'autres accidents, le gouvernement du Doge prend la décision en 1291 de déplacer définitivement tous les ateliers de verrerie sur l'île la plus proche, celle de Murano.
Outre la volonté d'éviter d'autres incendies à Venise, cette décision vise également à préserver plus facilement les secrets de fabrication des verriers vénitiens, de par la condition insulaire de Murano. En effet, Murano étant une petite île, elle est bien séparée physiquement de la grande ville. Malgré tout, le Grand Conseil de Venise a peur que cette décision ne soit pas suffisante pour éviter que les secrets de fabrication du verre de Murano soient divulgués. Ainsi, pour enfoncer le clou, le Grand Conseil prend alors un décret en 1295 condamnant à l'exil tout verrier qui tenterait de travailler à l'étranger. En échange, la cité des doges accorde aux maîtres verriers d'importants privilèges de toutes sortes, tels que des exemptions fiscales, des immunités de poursuite ou encore des permis de noblesse. Et vous savez quoi ? La ville de Venise a eu raison de parier sur le développement de cet artisanat d'art. En effet, à la fin du XVe, début du XVIe siècle, la verrerie de Murano connaît un succès fulgurant, et ce en raison de l'incroyable inventivité des maîtres verriers vénitiens. En effet, ces derniers n'hésitent pas à faire des essais et à améliorer ou à développer de nouvelles techniques. On doit notamment au maître verrier Angelo Barovière, descendant d'une des plus anciennes familles de Murano, le développement d'un verre incolore d'une extrême finesse, semblable à du cristal de roche par sa transparence, le verre dit cristallin, connu également sous le nom de cristal vénitien. Les verriers vénitiens créent également des objets en verre colorés et opaques. Ils améliorent notamment la technique du verre émaillé et du verre millefiori. Ils inventent aussi la technique du latimo, ce verre d'un blanc laiteux semblable à de la porcelaine chinoise. Ils mettent encore au point la technique du filigrane, qui permet de réaliser des objets transparents, parcourus de filets opaques entrelacés. Ils élaborent la technique du verre chalcédoine imitant les pierres dures. Ils sont aussi à l'origine de la technique du verre craquelé. Et enfin, on peut ajouter à cette longue liste qu'on leur doit aussi l'invention du miroir biseauté. Je le répète, leur inventivité est vraiment sans limite. Mais, malgré cette inventivité incroyable, l'influence de la verrerie de Murano décline progressivement à partir du milieu du XVIIe siècle, même si elle continue de dominer le marché européen jusqu'au début du XVIIIe siècle. En effet, il faut dire que tout allait pour le mieux pour l'île de Murano jusqu'à ce que le roi de France, un certain Louis XIV, passionné par les arts, décide de percer enfin le secret de ces incroyables verriers. Et, malgré les interdictions vénitiennes, par l'intermédiaire de son ministre Colbert, il parvient à débaucher quelques artisans miroitiers de l'île de Murano et les installe en France. Ces derniers sont alors chargés de former des ouvriers français au sein de la manufacture royale des glaces et de leur révéler ainsi tout leur savoir-faire. À ce premier coup dur pour la verrerie de Murano s'ajoute vers la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle la découverte en Europe du Nord de nouveaux types de verre, le verre dit de Bohême et le cristal en Angleterre. Ainsi, entre l'apparition de cette nouvelle concurrence étrangère en Europe du Nord, la divulgation des secrets de fabrication de la verrerie vénitienne en France, puis à cela s'ajoute la fin de Venise en tant que république indépendante à la toute fin du XVIIIe siècle, tous ces événements entraînent une crise profonde à Murano. Il faut attendre la toute fin du XIXe siècle pour que renaisse l'influence de la verrerie de Murano à l'échelle internationale et pour que cette petite île redevienne un centre mondial de la verrerie. Cet exploit, il a été rendu possible grâce aux grandes familles muranaises qui ont perpétré la transmission de cet artisanat d'art. Parmi les plus connus, on peut citer la famille Venini, la famille Seguzzo ou encore la famille Barovière. Ces noms sont encore présents sur l'île de Murano. Et les artisans vénitiens, descendants de ces familles, continuent de travailler le verre avec talent et dans le respect des traditions. Vous avez écouté Antiquum, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.